pour discuter de la restauration de Notre-Dame de Paris. Direction tout de suite le plateau de Saclay à côté de Paris pour retrouver mon premier invité. Bonjour Philippe Dillmann. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes chercheur et directeur de recherche au laboratoire Archéomatériaux et prévision des altérations de l'altération CEA-CNRS. Et alors avant de discuter de cette restauration, je vais faire un petit rappel des faits. Nous sommes le 15 avril 2019, un peu avant 19h, et un gigantesque incendie se déclare au niveau de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vieille de plus de 850 ans, et alors qu'elle est en travaux. Après une nuit entière, l'incendie finit par ravager sa flèche, sa toiture, son horloge et une partie de la voûte. Alors aujourd'hui, la cathédrale est le théâtre d'un chantier gigantesque et c'est là que vous intervenez, Philippe. Quel est votre rôle dans ce vaste chantier ? Alors, je suis co-coordinateur avec 3 autres personnes du CNRS et du ministère de la Culture de ce qu'on a appelé le chantier scientifique CNRS ministère de la Culture de Notre-Dame. Et en fait, ce chantier, en plus du chantier de restauration que l'on connaît, dont vous entendez régulièrement parler, eh bien, il regroupe l'ensemble des recherches scientifiques qui sont faites autour de Notre-Dame suite à l'incendie. Alors ça peut être des recherches qui ont trait directement à la restauration sur l'altération des matériaux par exemple, on y reviendra, mais c'est également des recherches qui visent à comprendre comment Notre-Dame a été construite au Moyen-Âge par exemple. Alors ce chantier scientifique, il regroupe presque une centaine de chercheurs et il s'intéresse à différents aspects. Alors ça va des études sur les matériaux, vous l'avez compris, la pierre, le bois de la charpente, le verre des vitraux, le métal, les éléments de décor pour en comprendre l'altération, mais également pour comprendre comment ils ont été fabriqués, d'où ils provenaient et quelle est leur qualité. On a également des gens qui s'intéressent au calcul de structure, pour comprendre comment la cathédrale a souffert ou si elle a beaucoup souffert ou non de l'incendie. Il y a également des aspects un peu moins connus, un peu plus inattendus, qui sont liés à l'immatériel de la cathédrale, puisqu'on a des sociologues et des anthropologues qui étudient l'émotion. Quelle émotion a généré l'incendie, à la fois sur différents types de populations. Ça peut aller des organismes de la cathédrale jusqu'aux gilets jaunes ou à d'autres types de populations. Ouais. Il y a des gens qui reconstituent l'acoustique de la cathédrale. Et enfin, il y a tous les aspects liés au numérique, puisque vous avez vu quelques images sur la restitution du double numérique de la cathédrale. Donc vraiment une approche multidisciplinaire sur ce chantier. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement, nous, aux éléments en fer qui constituent le squelette de la cathédrale. L'incendie a révélé certains éléments qui jusque-là étaient méconnus. Alors, quels sont ces éléments et où est-ce qu'on les trouve sur la cathédrale ? Alors effectivement, on savait qu'il y avait des éléments en fer, notamment rajoutés par Viollet-le-Duc. Il y a des tirants qui ceinturent le chœur qu'on peut apercevoir encore de l'extérieur. Mais là, ce qu'on a découvert, c'est à différents endroits de la cathédrale. Alors notamment après exploration liée au diagnostic post-incendie, on a découvert un certain nombre d'agrafes dans les tribunes, mais aussi et surtout après l'incendie des énormes poutres de la charpente, on s'est rendu compte que tout au sommet des murs qu'on appelle les murs bahuts de la cathédrale, on avait un chaînage de centaines d'agrafes qui liaient les pierres entre elles et qui faisait le tour du bâtiment sur l'ensemble du bâtiment. Alors on a pu faire quelques prélèvements sur ces agrafes et en appliquant des méthodes de datation radiocarbone sur le carbone qui est contenu dans le métal, on pourra y revenir, on a pu montrer qu'elles avaient été placées dès la construction et que l'usage du métal faisait partie de la pensée constructive des bâtisseurs du Moyen-Âge, des bâtisseurs de Notre-Dame. C'est ça que ça révèle sur la construction de ces édifices monumentaux. C'est que finalement, c'était pensé dès le début. Oui, complètement. Et ça rejoint d'autres observations qu'on a fait sur d'autres monuments d'ailleurs. Mais c'est un matériau qui est utilisé avec la pierre, avec le mortier pour faire tenir le monument et puis atteindre ces hauteurs formidables qu'on peut avoir dans les cathédrales.
D'accord. Alors, vous le disiez, vous êtes intéressé plus en détail donc aux éléments en fer, vous avez prélevé des échantillons Mhm. et vous avez mené des études pour essayer de comprendre la composition de ces éléments en fer. Finalement, qu'a révélé l'étude de la composition de ces éléments en fer et sur leur origine? Alors, on a fait toutes sortes d'études. On a effectivement eu la chance de pouvoir prélever quelques-unes de ces agrafes, pas toutes. Déjà, je voudrais dire qu'on a taillé quelques éprouvettes et qu'on a tiré sur ces éprouvettes pour voir au moment où elles cassaient, ce qui permettait d'avoir des données sur la résistance des matériaux, et c'est de comprendre le rôle qu'elles jouent dans la structure du bâtiment. Et puis aussi, alors il faut que je vous parle ce sont des agrafes en fer, donc je suis obligé de vous parler un petit peu de la façon dont on fabriquait du fer, puisque le fer n'existe pas à l'état natif Ouais. sur la planète. Il est associé toujours à principalement à de l'oxygène, et il faut par une opération de réduction le transformer en métal. Donc on va utiliser du charbon de bois à l'époque de Notre-Dame, et la combustion de ce charbon de bois va apporter la mise en température nécessaire à l'opération de réduction, et on va produire du CO ou du CO2 qui vont s'associer à l'oxygène du minerai. Alors, on obtient donc du métal à l'issue de cette opération, mais il y a également un certain nombre d'impuretés qui ne Qui sont pas rentrent dedans, transformées en ouais. métal, voilà, qui étaient dans le minerai et qui comportent un certain nombre d'éléments traces. Alors, tout un cortège d'éléments présents en très petite quantité, 0,001%, et qui constitue une véritable signature chimique en fait du lieu de provenance, du minerai utilisé pour fabriquer le métal. Une sorte d'empreinte en Et quelque sorte, c'est ça? oui, non, on peut considérer ça comme une empreinte digitale. D'accord. Et que révèle alors l'analyse de ces petits éléments? Alors là où on a de la chance, c'est que comme le fer était élaboré à l'état solide, on n'atteignait pas la température de fusion du métal dans ces fourneaux, et bien une partie de ces impuretés reste piégée dans le métal. Donc on peut les analyser, on les emmène au laboratoire, on prépare les échantillons, et avec un certain nombre de méthodes d'analyse physico-chimique, on peut déterminer le petit cortège d'éléments qui sont des véritables capsules d'information, des empreintes digitales que l'on va comparer à celles des minerais que les archéologues ont trouvés sur les lieux de production du métal. Alors D'accord. ça, on l'a Alors, réalisé. ouais, Ouais. vous nous faites durer le suspense. On a envie de Ah. savoir vraiment ce que vous avez réussi à découvrir. Alors du coup, on l'a appliqué. Alors ça permet de comparer les objets entre eux, d'une part, mais également, c'est ce qu'on a fait à Notre-Dame, de comparer différentes parties de l'objet. Et on s'est rendu compte que ces agrafes, elles avaient différentes sources de provenance, mais qu'en plus, au sein d'une même agrafe, on avait des bouts de métal d'origine différente. Alors ça pose évidemment plein de questions. Alors on est en train actuellement de les comparer à nos bases de données pour savoir d'où provenait ce métal. Je peux pas encore vous donner la réponse, mais Ouais. déjà on a cet élément très intéressant qui est que chaque agrafe est composée de différentes sous-parties d'origine différente. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de recyclage des matériaux, alors on mélange plusieurs matériaux pour fabriquer à nouveau du fer? Ouais, alors tout à fait. C'est vraiment, ça vous donne un exemple de comment l'analyse physico-chimique de la matière permet de comprendre les gestes des artisans. Et là, effectivement, une des explications qui vient, c'est que en fait, on avait recyclé différents matériaux pour les assembler pour réaliser ces agrafes. D'accord. Donc un geste de recyclage. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel à l'époque de la construction de Notre-Dame ou c'est quelque chose qu'on voit fréquemment sur d'autres édifices? Alors justement, on a monté un groupe de recherche qui s'intéresse justement ce geste du remploi et de recyclage dans les matériaux de l'architecture, alors de l'Antiquité jusqu'à la période moderne, en passant par les cathédrales. Et là, ce qui est intéressant, alors c'est un groupe de recherche interdisciplinaire, on étudie à la fois les sources écrites quand elles sont disponibles, mais également on applique les méthodes scientifiques de datation ou de caractérisation des matériaux. Et on se rend compte de plus en plus que le recyclage, le remploi des matériaux, c'est une source parmi d'autres, c'est vraiment considéré sur le même plan que d'autres sources de matériaux neufs, et ce jusqu'au 19e siècle, et notamment à la période des cathédrales. Quand un matériau de remploi se présente, eh bien, il semble que il soit aussi important que le matériau neuf. Donc ça, c'est évidemment des résultats qui éclairent un peu par contraste, par comparaison, ce qu'on peut vivre dans nos sociétés actuelles.
D'accord. Alors, une dernière question pour conclure. Comment toutes ces connaissances qu'on accumule au cours de ce chantier pourraient nous aider à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Alors, ce sont à la fois des connaissances qu'on accumule pour la restauration de Notre-Dame de Paris, mais également des méthodologies qu'on met en place pour pour d'autres futurs monuments. Alors, il y a déjà tous les aspects diagnostiques de l'état des matériaux, si on veut les remployer, est-ce qu'on peut les remployer ou non, lié à les études sur leur comportement mécanique. Je voudrais revenir sur la numérisation 3D, toute la cathédrale a été numérisée par drone laser avant l'incendie et on continue de la numériser régulièrement, d'en numériser les différentes parties actuellement. Ouais. Et ceci permet de déployer des modèles sur l'acoustique de la cathédrale, par exemple, que sera l'acoustique de l'orgue dans la nouvelle cathédrale, mais également sur la structure et l'évolution de ces structures. Et en fait, on va également réaliser ce qu'on va appeler un double numérique de la cathédrale, où on va injecter l'ensemble de nos connaissances qui pourront être redéployées et reconsultées dans les années futures autour de ce monument. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant. C'est aussi la première fois qu'on a un chantier aussi interdisciplinaire, scientifique interdisciplinaire autour d'un monument. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Philippe Dillmann de nous avoir livré les quelques secrets de la cathédrale.